Voilà. Pour raisonner, là, on va rétablir, c'est plus simple, on va rétablir le raisonnement ici, avec une liaison au 0 volt et VS et UC qui sont confondus. Et puis avant de parler, d'étudier les conséquences des saturations des différents transistors, j'ai oublié une petite chose que j'avais dit qu'on étudierait au début, c'est de savoir où est VE+, et où est VE- ici. Alors on va régler ça. Alors il y a deux façons de le faire. La première, c'est de se souvenir que DUC sur DT, qui est la même chose que DVS sur DT, eh bien c'est égal à IC sur C. Ça c'est ce qu'on avait démontré. Et IC, eh bien IC c'est la différence entre ça et les 10 mA ici, donc ça fait ici 10 epsilon sur 2R. Ça fait 10 epsilon sur 2R. C. Voilà. Et du coup, on retrouve le GAO égale 10 sur 2RC hein, qui multiplie, mais c'est surtout qu'est-ce que le epsilon dans cette expression-là, eh bien ce epsilon c'était égal à VE1 moins VE2. Et donc si on veut que ça colle à cette expression, ben, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est que VE+, correspond à VE1. Voilà. C'est juste pour signaler qu'ici on a VE+, et ici on a VE-. Voilà. Alors, c'était juste pour opérer ces deux entrées. Maintenant, on va étudier la conséquence des saturations des transistors. Alors, pour bien comprendre la conséquence des saturations des transistors, on va remplacer ces deux sources de courant par les transistors qui les composent. Hein. Donc, celle-ci, elle fait 2 mA, donc très bien. Et puis l'autre, elle fera 10 mA. Allez, on se souvient de ça. Alors, comment on fait ces sources de courant? Eh bien, comme on a étudié précédemment, on va faire nos sources de courant. Donc, pour faire une source de courant, il suffit de mettre un transistor. Alors, ici, on va mettre un NPN. Voilà. Il faut mettre une résistance sur l'émetteur, sinon on ne contrôlera pas le courant. Voilà. Et puis là, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va mettre un transistor comme ça. Avec une résistance sur l'émetteur. Voilà. Et ce qu'il faut ensuite, dans la source de courant qu'on avait étudiée, eh bien, on s'était fait une référence de tension hein, sur la base du transistor, ici à 1,2 volts. Alors là, plutôt, on pourrait faire deux références de tension hein, pour chacun des transistors. En fait, la technique, là, c'est de relier les bases comme ça, pour avoir utilisé la même référence de tension pour les deux transistors, comme ça on gagne un petit peu de composants. Et puis, cette référence de tension, ben, on l'a fait en faisant circuler, typiquement en mettant deux diodes en série et en les polarisant par un courant qui peut couler donc d'une résistance reliée à un potentiel plus élevé que le moins 12. Et si on s'interdit de relier au 0 volt, comme dans les amplis Hop, les constructeurs n'aiment pas trop ça, ben ici on relie ça au plus 12 volts. Voilà. Alors, pour être tout à fait précis, on va tout calculer. Donc le potentiel ici, ça sera moins 12 plus 0,6 volts. En gros, on va l'écrire comme ça, parce que là, il y aura 1,2 volts. Ici, il y aura, on perd 0,6 volts en traversant la jonction base émetteur, si le transistor est en linéaire. Hein, et donc ici, il y a 0,6 volts. Voilà. Et donc, le transistor, la résistance qui est ici, eh bien, on veut qu'ici, la source de courant, on voulait qu'elle fasse 10 mA. Eh bien, la valeur de la résistance, ça sera 0,6 volts divisé par 10 mA. Donc là, allez, je vais la mettre comme ça, R égale 0,6 sur 10 mA. Voilà, donc ça fait 600 mV divisé par 10 mA, ça fait 60 ohms. Et puis alors, voilà, si on a 10 mA ici, on sait que le courant dans la base, ça sera 100 fois moins à peu près, donc ça sera 0,1 mA. Si on s'occupe de celui-là, le générateur de courant, bah, tout est pareil, on va se retrouver avec 0,6 volts ici. Sauf que cette fois, on veut qu'il coule ici 2 mA. Donc la résistance ici, eh bien, R, elle sera égale à 0,6 volts sur 2 mA. Donc ça fait 300 mV divisé par 2, ben ça fait 300 ohms.
Voilà, en gros, c'est la même résistance que là en haut. Et enfin, si on veut vraiment tout dimensionner, il faut choisir cette résistance. Alors, pour choisir cette résistance, il me faut le courant de base ici. Donc là, si j'ai mis 2 mA, ben, je divise par 100, ça va me faire 0,02 mA. Bon, ce courant-là est presque négligeable déjà par rapport à celui-là. Et nous, ce qu'il faut surtout, c'est que le courant qui arrive par ces résistances soit plus grand que, par cette résistance soit plus grand que la somme des deux. Donc 0,12 mA, pour qu'il reste du courant qui traverse et qui polarise les diodes, qui traverse les diodes. Bon, 0,1 A, on va mettre, allez, mettons 10 fois plus que 0,1 A, on peut mettre 1 mA, voilà. Ça peut être assez simple. Alors on va choisir ce courant, là je vais prendre 1 mA, et donc la résistance, eh bien, elle ferait, dans ce cas-là, donc la tension à ces bornes, hein, c'est plus 12, ici c'est quasiment un moins 12, hein, 1,2 volts près, plus 12, moins 12, ça veut dire qu'il y a 24 volts aux bornes à résistance. 24 divisé par 1 mA, ça fait une 24 milliohms. Ça fait 24K. Bon, voilà. Alors des fois, les constructeurs, comme ils veulent que leur ampli fonctionne sur des grandes plages de variation de tension d'alimentation, plutôt que mettre une résistance là, des fois ils mettent un générateur de courant aussi. Fait autrement. Mais bon. Voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Alors, on a remplacé nos deux sources de courant ici par les circuits à transistors. Et maintenant, on va pouvoir étudier l'impact des saturations sur le comportement du circuit. Notamment, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, enfin, finalement, à quelles conditions le transistor ici va commencer à saturer? Comme tous les transistors, il va saturer quand son potentiel de collecteur sera 0,6 volts en dessous de son potentiel de base, à peu près, hein, si on simplifie. Et donc, sachant que il y a 0,6 volts là, le potentiel de base il est à 1,2 volts, et là je peux redescendre de 0,6, donc c'est quand ce potentiel-là sera... alors pardon, là je raisonne en tension, puisque le potentiel c'est moins 12. Voilà. En gros, c'est quand le potentiel du collecteur sera égal au potentiel de l'émetteur, hein, de toute façon, ça fait, puisqu'on part de ce potentiel, on rajoute 0,6 et on retranche 0,6 en allant là, si ça diode conduit. Et donc, c'est quand ce potentiel-là, c'est quand il y aura ici, donc si je mets cette tension, c'est quand elle sera égale à 0,6 volts. Et quand cette tension sera égale à 0,6 volts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension de sortie, elle sera encore 0,6 volts au-dessus, plus la tension borne à résistance qui est négligeable, surtout si le courant est très faible, là. Donc j'ajoute 1 ici, voilà, et ça fait que le potentiel de sortie sera 1,2 volts au-dessus du moins 12, en fait. On peut le voir comme ça. 1,2 volts au-dessus du moins 12, c'est quand la tension de sortie sera à moins 10,8 volts. Donc ça veut dire que tant que la tension de sortie ne se rapproche pas trop de la tension d'alimentation, du moins 12 volts, ce transistor ne sera pas saturé et donc l'ampli fonctionnera correctement. Par contre, voilà, dès qu'on va se rapprocher un peu trop près de la tension d'alimentation, ça va saturer. Ensuite, on va avoir le même phénomène de saturation avec ce transistor-là. Le raisonnement est très très symétrique. Bon, sauf qu'ici, la tension, elle peut fluctuer entre 0 ou, s'il y a 2 mA ici, on sera à 1,2 volts, ou celle-ci, elle peut monter entre 0 et 0,6 volts. Voilà. Bon, au maximum, ça sera 0,6, ensuite on a des VBE, etc. On va se retrouver ici avec 0,6 volts au moment de la saturation. On perd encore 0,6 volts. La tension de saturation, la saturation de ce transistor, c'est quand le VS sera ici 1,2 volts en dessus du 12 volts, donc quand il va se rapprocher de la tension d'alimentation 1,2 volts près, c'est-à-dire quand il y aura 10,8 volts en tension de sortie. Donc pareil, quand la tension de sortie commence à se rapprocher trop de la tension d'alimentation, ce transistor sature et le fonctionnement ne va plus être conforme à nos calculs. Voilà, donc ça c'est une première source de saturation. On peut s'intéresser à la saturation de ces transistors. Celui-là, pour qu'il sature, eh bien, il faut que le potentiel de base soit 0,6 volts au-dessus de son potentiel collecteur. Potentiel de collecteur qui est à 12 volts. Donc il faudrait ici qu'on monte à 12,6 volts sur la base. Voilà. Alors ça voudrait dire qu'on met sur la base une tension qui est supérieure à la tension d'alimentation positive. Bon ça dans les amplificateurs c'est interdit. Hein. Les constructeurs précisent bien que les tensions d'entrée doivent être comprises entre les deux tensions d'alimentation, voire dans une fourchette légèrement plus restreinte.
Celui-là, eh bien, c'est quand son potentiel de base est supérieur à son potentiel de collecteur, sauf que son potentiel de collecteur, lui, il n'est pas directement au 12 volts, il peut être au 12 volts. Moi, on a dit ici 0,6, enfin maximum ici, la tension, hein, c'est ce qu'on avait dit ici, c'est 1,2 volts quand il y a 2 mA qui passent là. Donc il faudra déjà qu'il y ait 2 mA, et on est ici à 12 volts moins 1,2, et on pourrait remonter à 0,6. Allez, il ne faut pas que la tension ici dépasse 12 volts moins 0,6. Donc 12 volts moins 0,6, c'est 11,4 volts. Voilà. Donc il faut que la tension VE+, soit inférieure à 11,4 volts. Voilà, et là, il n'y aura pas de saturation de ces transistors, donc quand ces VE sont assez faibles, sont suffisamment en dessous de 12 volts, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, pareil, si on va dans des VE négatifs, très très négatifs, les deux là, eh bien le point de potentiel ici va baisser, ça on l'a déjà étudié, et après c'est ce transistor qui risque de saturer. Il va saturer, pareil, quand son potentiel de collecteur est 0,6 volts en dessous de son potentiel de base, qui est à plus 1,2 volts par rapport au moins 12. Donc ça fera le potentiel de collecteur à plus 0,6 volts par rapport au moins 12. Puis ensuite, il faut empiler les tensions qu'on peut avoir là et là. Donc ça dépend des valeurs de R qu'on aura pris. Mais souvent, c'est des tensions faibles, en bande de R, je sais pas, l'ordre de 0,6 volts, pas plus. Et puis les 0,6 volts ici, en gros, il ne faudra pas que le VE se rapproche à moins de 1,2 volts du moins 12 volts. Donc les tensions d'entrée, il faut qu'elles soient à minima entre le moins 12 et le plus 12, et pour être tranquille, on va dire entre moins 10 et plus 10 volts. Voilà. Puis comme ça, on est tranquille, aucun des transistors ne va saturer. Donc ça c'est pour les saturations de tous les transistors. Ceux-là ils satureront, ils n'ont pas de raison de saturer puisque le potentiel de base ne peut pas monter au-dessus du plus 12 volts pour celui-là. Il ne peut pas monter à 12,6 puisqu'il est fait par ce transistor qui même ne peut pas faire monter le potentiel au-delà de 12 volts. Donc ces deux-là ils n'ont pas de risque de saturer. Voilà, il y a une dernière saturation qui est assez intéressante à étudier. Mais alors c'est pas quand c'est cette dernière saturation qui va concerner l'amplificateur opérationnel et non pas les transistors. Et bien c'est quand les transistors qui sont ici vont se bloquer à tour de rôle. Et ça va induire une forme de saturation tout à fait particulière qu'on va étudier maintenant. Alors pour bien l'étudier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un peu de place. Je vais effacer lui, tant pis. On n'en a plus besoin, on va dire. Voilà. Et je vais effacer lui. On fait du ménage un petit peu. On se fait un peu de place, parce que j'ai besoin de tracer des courbes. Alors je vais faire un petit rappel sur le courant I1 là, en fonction de epsilon, c'est-à-dire VE plus moins VE moins. Donc je vais faire appel à ce qu'on avait fait sur l'exercice sur l'amplificateur différentiel. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait ça, et ça. Donc on avait epsilon, qui peut être positif ou négatif. Et comment évoluait le courant I1, qui est ici, en fonction de epsilon? Eh bien, quand epsilon vaut 0, on sait que I1 vaut 1 mA. Voilà. Et puis on avait établi, voilà, là c'était 1 mA, ça. Et puis ensuite, quand epsilon devient négatif, ben, ça décroît comme ça, avec la pente 1 sur 2R. Et par contre, le I1 ne peut pas être négatif, parce que le transistor, celui-là, ne peut pas conduire le courant à l'envers. Et quand on fait monter epsilon, eh bien, le courant dans ce transistor augmente, et dans celui-ci, il baisse. Ça fait quelque chose comme ça. Et quand celui-ci, le courant a tellement baissé dans celui-là, ben, il se bloque. Et après, ça fait que le courant dans le premier transistor qui est là, que je pourrais appeler Q1, il plafonne. Et là, il va plafonner à 2 mA maxi. Voilà, donc ça c'est I1. Et puis ensuite, eh bien, je vais m'intéresser au courant qui est ici. Ben, le courant qui est ici, c'est la même chose, mais x10. Puisqu'on a un miroir de courant qui fait x10. Donc si je le modifie, ben, ici je vais avoir 10 mA. Et ici j'ai 20 mA. Donc ça c'est le courant ici, que je vais appeler, je sais pas moi, si ça rappelle Q1, celui-là Q2, et ça c'est Q3. Ça c'est IQ3. 10 mA, et ça c'est IQ3. Et ensuite, ce qui m'intéresse pour bien comprendre la saturation, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans le condensateur ici. Bien, le courant dans le condensateur, c'est IQ3, moins les 10 mA qui sont aspirés par ce générateur de courant. Je vous rappelle, les courants de base sont négligeables. Celui-là, ça c'était... Ça serait plus court.
Et donc, eh bien, je retranche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce courant-là, c'est Q3 moins 10 mA. Donc, il faut que je retranche 10 mA à cette courbe-là. Donc, si je lui retranche 10 mA, ben, le point qui est à 10 mA, il se retrouve à 0. Le point ici qui est à plus 20 mA, il se retrouve à plus 10 mA. Et le point qui était à 0, il se retrouve à moins 10 mA. Voilà. Et ça, c'est le. Donc là, on a plus 10 mA au maximum, moins 10 mA au maximum. Et ce courant-là, eh bien, c'est le courant dans le condensateur. Et ensuite, quel est le lien entre le courant dans le condensateur et VS? Eh bien, ça, on le sait, hein. C'est dVS sur dt égale DUC sur dt. Je vais essayer d'écrire bien. Égale IC sur C. Ben tiens, la courbe de dVS sur dt, c'est la même que celle de IC, mais juste divisée par la valeur du condensateur. Donc si je la trace, cette courbe, ben, je vais obtenir à peu près la même chose, hein. Donc ça va faire quoi comme allure? Allez, je le fais, j'ai pas beaucoup de place, mais je le fais en petit, mais c'est pas grave. Je vais avoir epsilon. Ici, je vais avoir le dVS sur dt. Et si je trace la courbe, ben, ça va être la même, hein, simplement, voilà, ça va monter. Et ici, ça va saturer une valeur qui vaut 10 mA divisé par C. Voilà. Ici, j'ai la fameuse zone dite linéaire où le courant dans le condensateur sera proportionnel à epsilon. Donc, où ça vérifiera cette relation-là. Et puis ici, je vais avoir une saturation aussi. Voilà. Et donc, ce truc-là, alors, celle-ci, elle va être symétrique. Hein, elle va être, ici, j'aurai moins 10 mA sur C. Bien, figurez-vous que ces plafonds en dVS sur dt, c'est-à-dire c'est les vitesses de variation maximale que peut accepter cet amplificateur opérationnel, et bien ça porte un nom, ça s'appelle la vitesse de balayage. Voilà, ce truc-là, ça s'appelle aussi... Alors, moi je vais le noter comme ça, c'est le dVS sur dt maxi. Et là, c'est le dVS sur dt maxi, ou c'est moins le dVS sur dt maxi, en fait c'est symétrique en général. Hein. Voilà. Donc ça s'appelle la vitesse de balayage d'un amplificateur opérationnel. Et c'est indiqué dans les docs des constructeurs, et ça correspond à une saturation de la relation dVS sur dt proportionnelle à epsilon. En fait, c'est proportionnel à epsilon dans cette zone-là. Et puis pour l'epsilon un peu trop grand, là, il y a un epsilon sat, là, à partir duquel la vitesse de variation de la tension sortie plafonne. Voilà, donc là, il y aura un epsilon sat plus, et ici un epsilon sat moins. Voilà l'origine de ce qu'on appelle la vitesse de balayage d'un amplificateur opérationnel. Voilà, en fait, c'est lié à la saturation de la relation de proportionnalité entre dVS sur dt et epsilon, qui est liée à un phénomène de saturation qui se joue ici dans l'amplificateur différentiel, qui crée le courant qui va être injecté dans le condensateur. Bon, je crois qu'on a fait assez largement le tour de la question. Un exercice intéressant que je vais vous proposer, c'est de plonger dans le schéma interne d'un amplificateur opérationnel que vous avez utilisé en TP au premier semestre, qui s'appelle le TL081, et de vous amuser à reconnaître tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire le push-pull, l'amplificateur différentiel, les différentes sources de courant, différents miroirs de courant, etc., etc. Et constater que c'est construit à peu près comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui. Alors il y a des petites différences aussi. Voilà, chaque circuit a ses petites subtilités, mais dans le principe, c'est un étage différentiel qui débite dans un condensateur, à peu de choses près, et suivi d'un push-pull derrière. Allez, et ben on arrête là, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.